au dîner du 5e anniversaire de ma fille, mes parents ont servi du steak à tout le monde, sauf à elle. Elle a eu de la nourriture pour chien dans une assiette en carton, devant tous les invités. Mange ça ou crève de faim, a dit mon père pendant que tout le monde regardait. Ma fille s'est mise à pleurer. Je ne veux pas de ça. Ma sœur a enfilé un gant, a attrapé la nourriture pour chien et la lui a enfoncée dans la bouche pendant que ma fille s'étouffait et avait des hauts le cœur. Tout le monde s'est contenté de rire en la voyant se débattre. Maman a ajouté, elle devrait être reconnaissante d'avoir quelque chose. Papa a maintenu la tête de ma fille en arrière. Avale tout. Je n'ai pas crié. J'ai pris l'assiette comme preuve, j'ai pris ma fille et je suis partie immédiatement. Ce que j'ai fait avec cette assiette de nourriture pour chien dans le bureau de mon avocat les a poussés à l'appeler pièce à conviction, et quand le jury l'a vu. J'écris ceci depuis mon appartement à Lincoln Park, où ma fille Emma dort paisiblement dans sa chambre avec des étoiles au plafond et des jouets avec lesquels elle a vraiment le droit de jouer. Le silence ici est différent du silence dans lequel j'ai grandi. Ce calme oppressant où l'on apprend à se rendre invisible, à anticiper les humeurs, à lire les micro-expressions comme si sa vie en dépendait. Parce que parfois, c'était le cas. Mes parents, Douglas et Catherine Reed, ont bâti leur fortune dans le développement immobilier commercial à travers le Midwest. Pour tous ceux qui ne faisaient pas partie de notre famille, ils représentaient le rêve américain. Des millionnaires autodidactes qui organisaient des galas de charité, faisaient des dons aux hôpitaux pour enfants et souriaient pour les photos des pages mondaines. À l'intérieur de notre maison, ils régnaient comme des monarques médiévaux qui considéraient leurs enfants comme une propriété à contrôler plutôt que comme des personnes à aimer. Mon frère aîné, Tyler, s'est enfui à Seattle le jour de ses 18 ans et n'a jamais regardé en arrière. Il m'envoie de l'argent parfois, toujours avec le même message, « Je suis désolé de t'avoir laissé là-bas ». Ma sœur cadette, Vanessa, a épousé le premier homme qu'il a demandé en mariage, déménageant dans le ranch de sa famille dans le Wyoming avant même de finir l'université. Elle m'a dit une fois, lors d'un rare appel téléphonique, qu'elle préférait pelleter du fumier de cheval par des températures glaciales plutôt que de passer un autre dîner à cette table. Cela me laissait, moi, l'enfant du milieu, qui m'était convaincu que je pourrais gagner leur approbation si seulement j'essayais assez fort, si j'accomplissais assez de choses, si je devenais assez parfaite. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de l'université Northwestern. J'ai bâti une carrière réussie en droit des sociétés. J'ai épousé un homme qu'ils approuvaient, vécu dans un quartier qu'ils trouvaient acceptable et présenté l'image qu'ils exigeaient. Puis j'ai divorcé. Mon ex-mari, Garrett, n'était pas une mauvaise personne, mais ce n'était pas ma personne. Nous nous étions mariés pour cocher des cases sur une liste invisible que mes parents avaient créée. Quand j'ai finalement rassemblé le courage d'admettre que nous nous rendions mutuellement malheureux, mes parents ont réagi comme si j'avais commis un meurtre. Ma mère a cessé de me parler pendant 6 mois. Mon père a dit à tout le monde dans son country club que je traversais une phase d'égoïsme. Le divorce a été finalisé 3 semaines avant que je découvre que j'étais enceinte. Le père était un homme que j'avais rencontré lors d'une conférence professionnelle, un homme vraiment gentil nommé Michael Shen qui vivait à Boston. Nous avions passé un week-end ensemble, rien de plus. Quand je lui ai parlé de la grossesse, il a été compréhensif mais honnête. Il ne voulait pas déménager ni poursuivre une relation à distance, mais il s'impliquerait financièrement et viendrait en visite quand il le pourrait. Mes parents ont exigé que je gère la situation. Quand j'ai refusé, ma mère m'a giflé en pleine cuisine. J'avais 32 ans, et elle m'a frappé comme si j'étais une enfant désobéissante. Mon père a dit que le fait d'avoir ce bébé les embarrasserait, ternirait leur réputation et prouverait que j'étais exactement la déception qu'ils avaient toujours soupçonné que j'étais. J'ai emménagé dans un modeste appartement à Lincoln Park, j'ai réduit les contacts au strict minimum et je me suis préparée à élever ma fille seule. Michael a tenu sa promesse concernant le soutien financier et rendait visite à Emma 3 ou 4 fois par an. Il n'allait jamais être un père traditionnel, mais il essayait à sa manière, et Emma savait qu'il tenait à elle. Pendant 4 ans, j'ai maintenu des limites strictes avec mes parents. Ils ont rencontré Emma exactement 2 fois, dans des lieux publics et sous surveillance, où ils ont réussi à se comporter comme des grands-parents normaux pendant environ 90 minutes à chaque fois. J'ai tout documenté.
Chaque SMS où ma mère appelait Emma, cette erreur. Chaque message vocal où mon père suggérait que je la fasse adopter, avant qu'il ne soit trop tard pour réparer ce gâchis. Ma thérapeute, le docteur Rachel Weinstein, m'a aidé à comprendre qu'espérer un changement de la part de personnes qui voyaient la cruauté comme de l'amour, c'était comme s'attendre à ce qu'un cactus devienne un rosier. Certaines choses sont fondamentalement ce qu'elles sont. Puis, 6 semaines avant le 5e anniversaire d'Emma, ma mère a appelé avec une proposition inattendue. Elle voulait organiser un dîner d'anniversaire pour Emma dans leur domaine de Lake Forest, une vraie célébration avec toute la famille. Elle avait invité Tyler et Vanessa, plusieurs cousins et quelques amis de la famille. Elle a dit qu'elle voulait faire amende honorable, être une vraie grand-mère, que voir Emma grandir de loin lui brisait le cœur. J'aurais dû me méfier. Chaque instinct criait au danger, mais il y avait cette partie pathétique de moi qui voulait encore croire qu'il pouvait changer. Emma posait des questions sur ses grands-parents, se demandant pourquoi nous ne visitions jamais la grande maison avec un jardin qu'elle avait vu sur de vieilles photos. Contre toute pensée rationnelle, j'ai accepté le dîner, mais à certaines conditions. Nous arriverions à 18h. Si quelque chose semblait anormal, nous partirions immédiatement. Ma mère a accepté ces conditions avec une grâce inhabituelle. La soirée du 14 mars a commencé de manière trompeusement agréable. La météo était de notre côté, offrant l'une de ces parfaites soirées de début de printemps où la température avoisine les 20 degrés Celsius et où tout sent la promesse. Emma portait sa robe violette préférée avec des papillons brodés sur le col. Elle avait passé 1 heure cet après-midi-là à faire un dessin de fleurs pour sa grand-mère. Nous sommes arrivés pour trouver la salle à manger décorée de ballons et de serpentins aux couleurs préférées d'Emma. Tyler était venu de Seattle, et le voir a failli me faire perdre contenance. Il avait pris du poids, avait l'air en meilleure santé, et il m'a serré dans ses bras comme s'il essayait de me transmettre sa force par le contact physique. Vanessa est arrivée 30 minutes plus tard avec son mari, Cole, qui avait l'air buriné de quelqu'un qui travaille vraiment pour gagner sa vie. Les autres invités comprenaient les amis de mes parents, les Sutherland, les Webster et les Bradford, toutes des familles de la vieille bourgeoisie qui connaissaient mes parents depuis des décennies. Ma cousine Jennifer était là avec son mari. Le rassemblement semblait mis en scène, comme si des acteurs avaient été engagés pour jouer le rôle d'une famille fonctionnelle. Emma s'épanouissait sous la tension. Elle a montré son dessin à tout le monde, a raconté des histoires élaborées sur sa maternelle et a démontré comment elle pouvait compter jusqu'à 100 en espagnol. Ma mère souriait et hochait la tête au bon moment. Mon père a même ri à l'une des blagues d'Emma. Le dîner a été servi à 18h30. Nous sommes passés à la salle à manger formelle où ma mère avait dressé la table avec sa porcelaine de mariage et des verres en cristal qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. Tout le monde a trouvé son marque-place. Celui d'Emma était positionné entre ma chaise et celle de ma mère, une place d'honneur. L'entrée est arrivée, une soupe de courges buternues garnie de crème fraîche et de graines de citrouille grillées. Emma, qui d'habitude résistait aux légumes, l'a goûté et a annoncé que c'était plutôt bon pour de la nourriture orange. Des rires polis ont parcouru la table. Tout semblait normal, presque agréable. Le plat principal est arrivé ensuite. Le personnel de restauration, des gens que je ne reconnaissais pas la société habituelle que mes parents employaient, a placé les assiettes devant chaque invité. De magnifiques filets mignons avec des légumes rôtis et une purée de pommes de terre à l'ail. L'odeur seule était incroyable. Puis l'assiette d'Emma est arrivée. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau n'a pas pu traiter ce que je voyais. Il refusait d'accepter la réalité. Mais c'était bien là, une assiette en carton blanche, du genre bon marché qu'on achète en gros pour les pique-niques, empilée de morceaux bruns qui étaient indubitablement de la pâtée pour chien. Le genre gélatineux qui vient en conserve et qui sent le malheur concentré. La pièce est devenue silencieuse. Toutes les fourchettes se sont figées en l'air. Toutes les conversations se sont arrêtées. 20 paires d'yeux se sont concentrés sur l'assiette de ma fille. Emma l'a regardée, confuse. Elle a levé vers moi ses immenses yeux bruns qui croyaient encore que le monde était fondamentalement bon. Maman, qu'est-ce que c'est? Avant que je puisse parler, avant que je puisse bouger, avant que je puisse arracher cette assiette et partir, la voix de mon père a tranché l'air comme une lame.
C'est ce que les bâtards ingrats reçoivent dans cette maison. Mange ça ou crève de faim. Les mots ont atterri comme des coups physiques. Le visage d'Emma s'est décomposé, passant de la confusion à la compréhension, puis à l'horreur en quelques secondes. Elle a compris qu'elle était prise pour cible, humiliée, punie pour quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Je ne veux pas de ça. La voix d'Emma s'est transformée en un hurlement. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. S'il vous plaît, je n'en veux pas. J'étais déjà debout, tendant la main vers elle, quand Vanessa a bougé. Ma sœur, que je pensais s'être échappée et guérie, que je croyais ne jamais participer à la cruauté de nos parents, s'est levée, portant un gant en latex. D'où venait ce gant? Était-ce planifié? Elle a attrapé une poignée de la nourriture pour chien. Emma a reculé, essayant de se détourner, mais mon père s'était levé aussi. Il s'est placé derrière la chaise d'Emma et a saisi sa tête, la maintenant immobile de ses deux mains. Ouvre la bouche, a dit Vanessa, sa voix plate et sans émotion. Comme Emma gardait les lèvres serrées, sanglotant et se débattant, Vanessa a forcé ses doigts contre sa bouche, étalant de la nourriture pour chien sur ses lèvres et son menton. L'odeur m'a frappée alors. De la viande rance et des conservateurs, la puanteur me donnant la nausée. Emma s'étouffait, essayant de tourner la tête, mais mon père la tenait fermement. Un peu de nourriture pour chien est entré dans sa bouche. Elle a eu un violent haut le cœur, produisant des sons de vomissement horribles, et tout le monde a ri. Pas des rires nerveux, pas des ricanements gênés, de vrais rires sincères. Madame Bradford essuyait des larmes de ses yeux. Monsieur Sutherland frappait la table. Ma cousine Jennifer a levé son verre de vin dans un simulacre de toast. La voix de ma mère s'est élevée au-dessus des rires. Elle devrait être reconnaissante d'avoir quelque chose. Les enfants bâtards nés d'horreur ne méritent pas de vraie nourriture. Mon père a ajusté sa prise, inclinant la tête d'Emma en arrière à un angle contre nature. Son visage était proche du sien. Ses dents étaient découvertes dans quelque chose entre un sourire et un grognement. Avale tout. Emma faisait des sons que je ne lui avais jamais entendu faire. Des sons désespérés, animaux. Son petit corps se cabrait contre la prise de mon père. Ses mains griffaient ses bras. Plus de nourriture pour chien s'étalait sur son visage, dans ses cheveux, sur sa jolie robe violette. J'ai vécu une dilatation du temps à ce moment-là. Tout bougeait lentement, mais aussi trop vite. J'ai vu Tyler commencer à se lever, le visage pâle de choc. J'ai vu Cole retenir physiquement Vanessa, qui avait apparemment repris ses esprits. J'ai vu le personnel de restauration se tenir figé dans l'embrasure de la porte. L'avocate en moi s'est activée avant la mère. J'ai tendu la main vers l'assiette. Ma mère s'est jetée en avant pour m'arrêter, mais j'ai été plus rapide. J'ai saisi cette assiette en carton avec sa charge de nourriture pour chien, la tenant soigneusement à l'horizontale. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main de l'autre main et j'ai pris 3 photos. Le flash a illuminé la nourriture pour chien, le visage terrifié et baigné de larmes d'Emma, la main de mon père agrippant toujours sa tête. Lâche ma fille. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Elle venait de quelque part de profond et de froid, un endroit dont j'ignorais l'existence en moi. Mon père a relâché Emma. Peut-être a-t-il entendu quelque chose dans mon ton qui l'a averti qu'il avait franchi une ligne invisible. Peut-être était-il satisfait de l'humiliation. Peut-être voulait-il simplement retourner à son steak avant qu'il ne refroidisse. J'ai soulevé Emma d'un bras, tenant toujours l'assiette à l'horizontale de l'autre main. Elle a enfoui son visage contre mon épaule, sanglotant et haletant. Je sentais la nourriture pour chien tacher mon chemisier, mais je m'en fichais. Tyler est apparu à mes côtés. Donne-moi tes clés. Je conduis. Sa voix tremblait de rage contenue. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Derrière nous, la voix de ma mère a porté, si tu sors maintenant, tu es morte pour cette famille. Tu n'auras jamais un centime de nous. Nous ferons en sorte que tout le monde sache quel genre de personne tu es. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher, tenant ma fille et cette assiette de preuve, Tyler nous frayant un chemin. Dans la voiture, Emma a vomi sur les tapis de sol. La combinaison de la terreur,
de la nourriture pour chien et des larmes à submerger son petit corps. J'ai retenu ses cheveux pendant que Tyler conduisait comme s'il fuyait une scène de crime, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Je suis tellement désolée, n'arrêtez pas de dire Tyler. J'aurais dû les arrêter. J'aurais dû savoir. Je suis tellement désolée. Emma a pleuré jusqu'à s'effondrer dans un silence épuisé pendant les 40 minutes de route pour retourner à Lincoln Park. Je l'ai portée à l'intérieur, tenant toujours l'assiette avec précaution. Tyler a suivi, déjà au téléphone, appelant la ligne d'urgence du Dr Weinstein. J'ai posé l'assiette sur mon plan de travail et je l'ai photographiée sous plusieurs angles avec un bon éclairage. J'ai documenté chaque détail. Puis j'ai trouvé un récipient en plastique avec un couvercle hermétique, j'ai transféré soigneusement la nourriture pour chien et je l'ai scellée. L'assiette en carton est allée dans un sac de congélation. Ce n'est qu'alors que j'ai emmené Emma à la salle de bain pour la nettoyer. Elle était presque catatonique, bougeant comme une poupée pendant que je lavais la nourriture pour chien de ses cheveux et de son visage. J'ai jeté la robe violette. Elle ne la porterait plus jamais, et je ne le lui demanderai pas. J'ai examiné sa gorge et sa bouche attentivement sous la lumière de la salle de bain, documentant la rougeur autour de ses lèvres et de légères écorchures à l'intérieur de ses joues là où la nourriture avait été forcée. J'ai pris des photos de ses blessures avec des orodatages. Le Dr Weinstein a rappelé dans les 10 minutes. Elle viendrait à Lincoln Park immédiatement, ce qui était inhabituel pour elle, mais pas sans précédent en cas d'urgence. Elle est arrivée à 21h30, ses cheveux gris en désordre, visiblement habillée à la hâte. Elle a passé 2 heures avec Emma, puis une autre heure avec moi. C'est de la maltraitance calculée, a dit le Dr Weinstein. Ils n'ont pas juste perdu leur sang-froid. Cela a nécessité de la planification, des accessoires, des participants. Vous avez besoin d'une intervention légale immédiatement. J'ai appelé mon avocat, Nathan Porter, à 23h ce soir-là. Il s'était occupé de mon divorce et connaissait l'histoire de ma famille. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix alerte malgré l'heure. Nathan, j'ai besoin que tu déposes une demande d'ordonnance de protection dès lundi matin. J'ai aussi besoin que tu photographies des preuves et que tu impliques peut-être les services de protection de l'enfance. Je lui ai envoyé les photos. J'ai entendu sa brusque inspiration alors qu'il traitait ce qu'il voyait. Mon Dieu, Amanda, viens à mon bureau demain matin. Apporte tout, y compris les preuves physiques. Nous n'allons pas seulement obtenir une ordonnance de protection. Nous allons monter un dossier pénal. Tyler est resté dormir cette nuit-là, sur mon canapé. Aucun de nous n'a vraiment dormi. Vers 3h du matin, je l'ai trouvé dans ma cuisine, fixant son téléphone. 23 appels manqués de maman, a-t-il dit. 47 SMS. Elle menace de te dénoncer pour enlèvement, aliénation parentale et maltraitance de personnes âgées. Il a levé les yeux vers moi. Je témoignerai contre eux. Quoi que tu aies besoin, quoi qu'il en coûte. Vanessa a appelé à 4h du matin. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, sa voix était à peine un murmure. J'ai mis ce gant et c'était comme si j'avais de nouveau 12 ans, faisant tout ce qu'il disait pour éviter d'être la cible. Je suis tellement désolée, Amanda. Tellement désolée. Je témoignerai aussi. Je dirai à tout le monde ce qu'ils ont fait. Samedi matin, Emma s'est réveillée en hurlant suite à des cauchemars. Elle refusait de manger quoi que ce soit, terrifiée que ce soit de la nourriture pour chien déguisé. Elle ne me quittait pas des yeux, me suivant même jusqu'aux toilettes. Le Dr Weinstein est revenu pour une autre séance d'urgence. J'ai également emmené Emma à l'hôpital pour enfants cet après-midi-là. La pédiatre des urgences, le Dr Sarah Kowalski, a documenté l'irritation de la gorge, les écorchures buccales et les signes d'alimentation forcée. Elle a photographié les blessures et a déposé un rapport obligatoire auprès du département des services à l'enfance et à la famille de l'Illinois. La documentation médicale allait devenir une preuve cruciale plus tard. Dimanche, j'ai rencontré Nathan à son bureau. Il avait fait appel à Stuart Jung, un avocat pénaliste spécialisé dans les cas de maltraitance d'enfants.
Stuart avait amené Amanda Imney, une psychologue légale qui documentait les preuves pour les procès. J'ai placé le récipient scellé de nourriture pour chien sur la table de conférence de Nathan, l'assiette en carton dans son sac de congélation, mon téléphone avec les photos et une vidéo que j'avais enregistrée cette nuit-là décrivant tout en détail pendant que les souvenirs étaient frais. Stuart a examiné les preuves avec des gants, les photographiant sous plusieurs angles. C'est l'une des documentations de maltraitance les plus claires que j'ai jamais vues. La préméditation est évidente. Ils ont utilisé du personnel de restauration qu'ils avaient spécifiquement engagé pour cet événement, pas leur société habituelle. C'est la conscience de la culpabilité. Amanda m'a interrogé pendant 3 heures, enregistrant tout. Puis elle a passé 2 heures avec Emma, utilisant des techniques de thérapie par le jeu pour documenter son traumatisme sans la retraumatiser. Lundi matin, Nathan a déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence. À midi, elle était accordée. Mes parents, Vanessa et tous ceux qui avaient été à ce dîner avaient l'interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres d'Emma ou de moi. Cet après-midi-là, l'inspectrice Lisa Morgan du département de police de Lake Forest est arrivée à mon appartement. Stuart avait déjà travaillé avec elle et lui faisait confiance. Elle avait la cinquantaine, avec des yeux bienveillants qui avaient vu trop de cruauté humaine. « Je fais ce métier depuis 28 ans, a-t-elle dit après avoir examiné les preuves. C'est l'un des cas de maltraitance d'enfants les plus délibérés que j'ai rencontrés. Le nombre de témoins, la planification impliquée, les preuves physiques. Vous avez monté un dossier de rêve pour un procureur. L'enquête a duré 3 semaines. L'inspectrice Morgan a interrogé chaque invité qui avait assisté à ce dîner. Elle a obtenu les enregistrements du système de sécurité de mes parents par le biais d'un mandat avant qu'ils ne puissent les supprimer. Le système téléchargeait automatiquement sur un stockage cloud via leur société de sécurité, ce que mon père n'avait apparemment pas réalisé. Elle a assigné à comparaître les relevés téléphoniques montrant les appels de ma mère à l'agence de restauration temporaire. Elle a trouvé les reçus de l'achat de la nourriture pour chiens dans une épicerie de Northbrook, payée avec la carte de crédit de ma mère malgré ses affirmations ultérieures selon lesquelles elle avait utilisé de l'argent liquide. Elle a arrêté mes parents le 6 avril. Les chefs d'accusation, maltraitance d'enfants, voies de fait, coups et blessures, et contribution à la délinquance d'un mineur. Parce qu'ils avaient eu plusieurs personnes participant et assistant à la maltraitance sans intervenir, le procureur a ajouté des accusations de complot. Les arrestations ont fait la une des journaux locaux. Pas la version sensationnaliste, mais assez pour que les gens commencent à parler. Soudain, d'autres familles ont commencé à se manifester avec des histoires. La fille des Bradford a révélé qu'elle avait été maltraitée chez mes parents lors de soirées pyjama quand nous étions enfants. Le fils des Sutherland, maintenant âgé de 43 ans, a décrit des tactiques d'humiliation similaires utilisées contre lui. Mes parents ont engagé Theodore Ashford, l'un des avocats de la défense les plus chers de Chicago. Il a immédiatement tenté de faire rejeter les accusations, arguant qu'il s'agissait d'une affaire de discipline familiale montée en épingle par une ex-épouse instable cherchant à se venger. Nathan et Stuart ont détruit cet argument. Ils ont fait venir Tyler, qui a témoigné sur notre enfance. Vanessa, qui a décrit la culture de la cruauté que nos parents avaient créée. Michael Chen est venu de Boston et a témoigné qu'il avait toujours soutenu Emma, qu'il n'y avait aucun conflit parental qui me motiverait à fabriquer des allégations de maltraitance. Le Dr Weinstein a témoigné sur la réponse traumatique sophistiquée qu'elle avait observée chez Emma, le genre qui ne se développe qu'en faisant l'expérience d'une terreur authentique. Amanda Imney a présenté son analyse légale, expliquant comment la dynamique de pouvoir et la nature publique de la maltraitance créent un préjudice psychologique maximal. L'audience préliminaire a eu lieu fin avril. La juge Kathleen Morrison présidait, une femme sans fioriture dans la soixantaine qui avait été juge aux affaires familiales avant de passer au tribunal pénal. Theodore Ashford a présenté ses clients comme des piliers de la communauté qui avaient commis une « erreur de jugement ». Ils avaient tenté de « donner une leçon de gratitude à un enfant » en utilisant des méthodes, certes maladroites, mais il n'y avait aucune intention de causer un préjudice grave. Stuart s'est levé pour sa réfutation, tenant le récipient scellé de nourriture pour chien, maintenant étiqueté comme pièce à conviction à « votre honneur ».
Les accusés n'ont pas simplement donné de la nourriture pour chien à un enfant de 5 ans. Ils ont orchestré une humiliation publique impliquant plus de 20 témoins adultes. Ils l'ont physiquement maîtrisée tout en lui forçant de la nourriture dans la bouche alors qu'elle s'étouffait et pleurait. Ils ont invité des invités à participer et à rire de la torture d'un enfant. Ce n'était pas une erreur de parentalité. C'était de la maltraitance calculée. Conçue pour punir la mère de l'enfant en traumatisant sa fille. Il a placé le récipient sur la table d'épreuve. Même scellé, même vieux de 3 semaines, tout le monde dans cette salle d'audience savait ce qu'il contenait. La juge Morrison a examiné les photographies sur son moniteur. Son expression n'a jamais changé, mais ses jointures sont devenues blanches en agrippant le bord de son bureau. La caution est révoquée en attendant le procès. Les accusés seront placés en détention immédiate. Ma mère a hurlé. Mon père a tenté de garder son sang-froid mais a échoué, se jetant vers la table de la défense. Les huissiers les ont maîtrisés tous les deux. Theodore Ashford a déposé un appel d'urgence qui a été rejeté dans les 48 heures. Le procès a commencé en juillet. L'accusation a appelé 23 témoins sur 3 semaines. Chaque invité qui avait assisté à ce dîner a été contraint de témoigner. La plupart ont essayé de minimiser ce qu'ils avaient vu, mais Stuart a méthodiquement démantelé leur crédibilité. La salle d'audience est devenue un théâtre de la responsabilité. Chaque témoin arrivait vêtu de costumes coûteux et de robes de créateur, transportant des mallettes en cuir, projetant la respectabilité. Puis Stuart présentait des preuves qui dépouillaient leur façade soigneusement construite. Madame Bradford a affirmé qu'elle avait été mal à l'aise, mais n'avait pas voulu s'immiscer dans les affaires familiales. Stuart a diffusé un enregistrement où on pouvait l'entendre rire et dire « c'est ce qu'elle mérite pour être née de la mauvaise manière ». Les expressions du jury ont changé lorsqu'ils ont entendu cet enregistrement. Ce qui avait été une attention polie s'est transformé en dégoût visible. 2 jurés ont littéralement reculé. Madame Bradford a tenté de prétendre que l'enregistrement était sorti de son contexte, qu'elle était mal à l'aise et avait utilisé le rire nerveux comme mécanisme d'adaptation. Stuart lui a demandé de faire une démonstration de ce rire nerveux. Elle n'a pas pu. Monsieur Sutherland a témoigné qu'il avait été choqué et perturbé par ce qu'il avait vu. Stuart a produit un SMS qu'il avait envoyé à sa femme plus tard dans la nuit. Dîner le plus drôle depuis des années. Le visage de cette gamine était impayable. Ce qui rendait le SMS particulièrement accablant était l'horodatage, 23h47, des heures après l'incident. Monsieur Sutherland a affirmé que son téléphone avait été piraté, que quelqu'un avait fabriqué le message. Stuart a appelé un expert en informatique légale qui a témoigné que le message provenait du téléphone de Monsieur Sutherland, de son emplacement, en utilisant ses schémas d'écriture et son vocabulaire habituel. L'expert a même montré que Monsieur Sutherland avait envoyé 3 messages précédents à sa femme ce soir-là, créant une chronologie claire de ses réactions, progressant de l'anticipation à l'amusement, puis à la satisfaction. Ma cousine Jennifer a tenté de prétendre qu'elle avait quitté la pièce et n'avait rien vu. Stuart a montré les images de sécurité du système de la maison de mes parents. Des images que mon père avait oublié l'existence, montrant clairement Jennifer filmant la scène sur son téléphone en riant. Ce qui rendait le témoignage de Jennifer particulièrement exaspérant était sa tentative de se positionner moralement. Elle a témoigné qu'elle s'était toujours souciée du bien-être d'Emma, qu'elle avait en privé exhorté mes parents à se réconcilier avec moi, qu'elle appréciait les enfants et ne participerait jamais à faire du mal à l'un d'eux. Elle travaillait dans le droit de la famille, a-t-elle rappelé au jury, spécialisé dans les litiges de garde. Elle comprenait les traumatismes. Stuart l'a laissé parler. Il l'a laissé construire cette image d'elle-même en tant que membre de la famille concernée, pris dans une situation impossible. Puis il a diffusé la vidéo récupérée de son téléphone. Au cours de l'enquête, l'inspectrice Morgan avait obtenu un mandat pour les relevés téléphoniques et les comptes de médias sociaux de Jennifer. Jennifer avait filmé des parties du dîner sur son téléphone et publié des clips sur une story Instagram privée, visible uniquement par ses amis proches. Les images montraient Emma en pleurs, la nourriture pour chien étalée sur son visage, le moment où mon père lui avait saisi la tête. La voix off de Jennifer sur la vidéo disait « Voilà ce qui arrive quand on manque de respect à la famille. Les conséquences comptent.
L'avocat de la défense s'est opposé, affirmant que la vidéo était préjudiciable. La juge Morrison l'a rejetée, notant que la preuve de la conscience de la culpabilité était absolument recevable. Jennifer avait créé un enregistrement permanent de sa participation et de son attitude envers la maltraitance des enfants, puis l'avait distribué à un public pour son divertissement. Stewart a affiché le site web professionnel de Jennifer sur les écrans de la salle d'audience. Sa page d'accueil présentait des témoignages de clients reconnaissant louant son dévouement à la protection des enfants dans des situations de garde difficiles. Sa biographie soulignait son engagement envers le bien-être de l'enfant. À côté de ces images, il a affiché des captures d'écran de sa vidéo Instagram montrant le visage terrifié d'Emma pendant que Jennifer riait. Le contraste visuel a anéanti toute crédibilité qui lui restait. Voici une femme qui prétendait professionnellement protéger les enfants tout en participant et en documentant en privé la maltraitance d'enfants pour le divertissement sur les réseaux sociaux. 2 jurés pleuraient ouvertement au moment où Stewart a terminé sa présentation. Le personnel de restauration a témoigné ensuite, et leurs récits ont révélé la profondeur de la préméditation. Mes parents les avaient spécifiquement engagés via une agence d'intérim, payant en espèces pour la soirée plutôt que d'utiliser leur société de restauration habituelle. Le maître d'hôtel, un jeune homme nommé Marcus Wright, a expliqué que ma mère avait donné des instructions explicites sur l'assiette en carton et lui avait montré une boîte de conserve de nourriture pour chiens qu'elle avait achetée spécifiquement pour le dîner. Elle m'a dit d'attendre que toutes les autres assiettes soient servies, a témoigné Marcus. Elle a dit que le timing était crucial. Elle voulait un impact maximal lorsque l'enfant verrait ce qu'elle recevait par rapport à tout le monde. Sa voix tremblait de colère en racontant les instructions. Il avait envisagé de partir, mais avait besoin d'argent et s'était convaincu que c'était peut-être une sorte de blague élaborée qui n'arriverait pas vraiment. Quand c'est arrivé, Marcus s'était figé, incapable de traiter ce dont il était témoin. Le temps que son cerveau rattrape la réalité, je rassemblais déjà Emma et partais. Il était rentré chez lui ce soir-là et avait raconté à sa petite amie ce qu'il avait vu, débattant de le signaler ou non. Elle l'avait exhorté à contacter la police, mais il craignait des représailles de la part de clients fortunés. Lorsque les inspecteurs l'ont contacté via l'agence d'intérim des semaines plus tard, il a ressenti un soulagement que quelqu'un d'autre ait déjà signalé la maltraitance. Stewart a demandé à Marcus pourquoi il pensait que mes parents avaient engagé du personnel temporaire au lieu de leurs traiteurs habituels. Marcus a répondu sans hésitation, parce que leur société habituelle les connaissait leur famille. Quiconque avait travaillé pour eux auparavant aurait remis en question la nourriture pour chiens, aurait peut-être refusé de participer. Ils avaient besoin de gens qui n'en savaient pas assez pour résister, qui suivraient les ordres parce que nous n'étions que des intérimaires essayant de finir notre service. Le procureur a présenté des preuves que ma mère avait visité 3 épiceries différentes à la recherche de la nourriture pour chiens en conserve la plus réaliste, choisissant finalement une marque qui ressemblait à du ragoût de bœuf. Les reçus de carte de crédit montraient qu'elle avait fait ses achats sur une période de 2 semaines. Des images de sécurité d'un magasin la montraient examinant plusieurs boîtes, lisant les étiquettes, comparant les textures. Ce n'était pas une cruauté impulsive. C'était une maltraitance calculée et documentée, conçue pour un impact psychologique maximal. Tyler a témoigné pendant 6 heures. Il a décrit notre enfance avec des détails méthodiques, expliquant comment mes parents considéraient les enfants comme une propriété à contrôler par la peur. Il s'est effondré à la barre, décrivant les manières spécifiques dont il l'avait humilié, des tactiques qui reflétaient étrangement ce qu'ils avaient fait à Emma. Le témoignage de Vanessa a été plus difficile à entendre. Elle a expliqué le mécanisme psychologique qui l'avait poussée à participer. Quand on grandit dans cette maison, on apprend qu'il y a 2 rôles, bourreau ou victime. À ce moment-là, un instinct enfoui a pris le dessus. J'ai choisi d'être le bourreau parce que je me souvenais trop bien de ce que c'était d'être la victime. Cela n'excuse pas ce que j'ai fait. J'ai participé à la torture d'un enfant pour éviter de me sentir impuissante. Stewart l'a interrogé sur le gant en latex. Vanessa a expliqué que ma mère le lui avait tendu juste avant le service du dîner, lui chuchotant qu'elle pourrait avoir besoin d'aider avec la leçon. Vanessa l'avait pris sans réfléchir, le glissant dans sa poche. Quand le moment est venu,
elle l'a mis automatiquement, agissant sur un conditionnement plus profond que la pensée consciente. Le gant lui-même est devenu une preuve de préméditation. Ma mère avait planifié non seulement la maltraitance, mais aussi qu'il aiderait à l'exécuter. La défense a essayé de me dépeindre comme une fille vengeresse cherchant à détruire ses parents pour de vieilles rancunes. Ils ont fait venir un psychologue qui a affirmé que j'avais un trouble de la personnalité narcissique et que j'avais coaché Emma pour fabriquer des symptômes de traumatisme. Le contre-interrogatoire de Stuart a été chirurgical. Docteur, vous n'avez jamais rencontré ni évalué Amanda Reed, n'est-ce pas? Non, mais sur la base des schémas de comportement. Donc votre témoignage est entièrement basé sur des spéculations et la description des événements par l'avocat de la défense. Je fournis une analyse d'expert sur une spéculation d'expert, rien de plus. Le jury a délibéré pendant 2 jours complets. J'ai passé ces 48 heures dans une salle de conférence avec Nathan et Stuart, ne mangeant rien, buvant du café qui avait un goût de cendre, et regardant Emma jouer avec des poupées dans un coin sous la surveillance de Tyler. La longue délibération m'a terrifiée. Je craignais que cela signifie qu'ils étaient divisés, que certains jurés étaient sympathiques à la richesse et au statut de mes parents. Plus tard, un juré a dit à un journaliste qu'ils avaient atteint des verdicts de culpabilité en 4 heures, mais avaient passé le temps supplémentaire à examiner soigneusement chaque élément de preuve pour s'assurer qu'ils n'avaient rien manqué. Ils voulaient être absolument certains que leur décision résisterait aux appels. Quand le greffier du tribunal a appelé pour dire que le jury avait atteint un verdict, mes mains tremblaient tellement que Tyler a dû m'aider à boutonner ma veste. La salle d'audience était bondée. Les médias avaient repris l'histoire. C'était devenu emblématique de quelque chose de plus grand, comment les gens riches utilisaient leur pouvoir contre les vulnérables, comment la maltraitance pouvait se cacher derrière les galas de charité et les pages mondaines. La juge Morrison a lu le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Ma mère s'est effondrée. Mon père est resté parfaitement immobile, son visage taillé dans la pierre. La sentence a été fixée 3 semaines plus tard. Theodore Ashford a déposé des requêtes en clémence, soulignant l'âge de mes parents, leur absence de casier judiciaire, leur contribution à la communauté. Il a présenté des lettres de partenaires commerciaux et de bénéficiaires d'œuvres de charité. Stuart a présenté les déclarations d'impact des victimes, des thérapeutes d'Emma, de Tyler décrivant le traumatisme de toute une vie de notre enfance, de Vanessa expliquant comment leur maltraitance l'avait transformée en quelqu'un capable de faire du mal à un enfant. J'ai donné ma déclaration en dernier. Je l'avais écrite et réécrite 100 fois, pour finalement m'en tenir à la simple vérité. Mes parents m'ont appris que l'amour était conditionnel et exigeait une obéissance parfaite. Que les enfants existaient pour améliorer leur image. Que quiconque ne parvenait pas à répondre à leurs normes impossibles méritait la cruauté. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le problème. Que si seulement j'essayais plus fort, si j'accomplissais plus, si je devenais meilleur, ils finiraient par m'aimer. Mais l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne par la performance. L'amour n'est pas quelque chose qui exige que l'on accepte la maltraitance. Quand ils ont torturé ma fille, ils ne l'ont pas seulement blessée. Ils m'ont libérée. J'ai enfin compris que le problème n'avait jamais été nous. C'était toujours eux. Je veux qu'ils fassent face aux conséquences parce qu'Emma, à 5 ans, mérite de savoir que le monde ne tolérera pas ce qu'ils ont fait. Mais plus que ça, la moi de 12 ans mérite de le savoir aussi. La juge Morrison a condamné mon père à 8 ans de prison d'État. Ma mère a reçu 7 ans. En raison de leur âge, mon père avait 71 ans, ma mère 68, ces peines étaient effectivement des peines à perpétuité. Theodore Ashford a fait appel. Les appels ont été rejetés. L'affaire civile a suivi 18 mois plus tard, après que les appels criminels furent épuisés. Nathan a intenté un procès contre la succession de mes parents pour dommages et intérêts, les frais de thérapie d'Emma, mes frais de thérapie, la douleur et la souffrance, l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. La succession a tenté de protéger les actifs, mais Nathan a été implacable. Nous avons conclu un accord pour $8 millions, placé dans un fonds en fiducie pour l'avenir d'Emma.
Le montant reflétait non seulement les dommages, mais aussi des conséquences punitives conçues pour priver mes parents de la richesse qu'ils valorisaient plus que la décence humaine. Je ne voulais pas de leur argent pour moi, mais Emma méritait la sécurité qu'ils lui avaient volée. L'accord comprenait également une clause les empêchant de tirer profit de leur histoire par des contrats de livres ou des apparitions dans les médias. Les retombées sociales ont été étendues et inattendues. Les familles qui avaient assisté à ce dîner se sont retrouvées ostracisées. Les Bradford ont démissionné de leur country club après que d'autres membres aient menacé de partir en signe de protestation. Monsieur Sutherland a perdu son poste au conseil d'administration d'un hôpital pour enfants. L'employeur de ma cousine Jennifer, un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, a mis fin à son contrat. Tyler est revenu à Chicago. Il avait vendu son entreprise à Seattle et a décidé de rester près d'Emma et de moi. Il a loué un appartement à 3 pâtés de maison et est devenu l'oncle dont Emma avait besoin, celui qui assiste au récital de danse et aide aux devoirs de maternelle. Vanessa est restée dans le Wyoming, mais venait en voiture à Chicago une fois par mois pour des séances de thérapie familiale. Le Dr Weinstein a travaillé avec nous 3, nous aidant à démêler le réseau complexe de traumatisme, de survie et de culpabilité. Le témoignage de Vanessa avait aidé à obtenir la condamnation, mais sa participation la hantait. Elle avait commencé à travailler dans un refuge pour femmes, essayant de faire amende honorable en aidant d'autres à échapper à la maltraitance. Emma s'est rétablie lentement. Elle a eu des cauchemars pendant des mois. Elle a développé une anxiété liée à la nourriture dans de nouvelles situations. Mais elle avait 5 ans, et les enfants de 5 ans sont remarquablement résilients lorsqu'on leur offre sécurité et soutien. Le Dr Weinstein a travaillé avec elle 2 fois par semaine pendant 2 ans, puis 1 fois par semaine, puis mensuellement. Le traumatisme n'a pas disparu, mais il s'est intégré, devenant une partie de son histoire plutôt que son identité entière. Michael a augmenté ses visites après avoir appris la maltraitance, venant à Chicago toutes les 6 semaines au lieu de 3 ou 4 fois par an. Le traumatisme avait clarifié quelque chose pour lui sur la paternité et la responsabilité. Il ne pouvait pas changer sa situation professionnelle ni déménager à Chicago, mais il pouvait être plus présent. Emma appréciait cette présence accrue, même si elle n'aurait jamais une relation père-fille traditionnelle avec lui. La chose la plus étrange a été le nombre de personnes qui m'ont contacté par la suite. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont appelé pour dire qu'ils avaient toujours su que quelque chose n'allait pas dans ma famille mais n'avaient pas su comment aider. Des collègues ont partagé leurs propres histoires de maltraitance familiale et de fuite. J'ai reçu des centaines de lettres d'inconnus qui avaient vu la couverture médiatique et voulaient que je sache que j'avais fait ce qu'il fallait. Une lettre venait d'une femme du Wisconsin qui avait subi des abus similaires de la part de ses parents dans les années 1970, mais ne l'avait jamais dit à personne parce que les affaires de famille restaient privées à l'époque. Elle avait 73 ans et me remerciait d'avoir eu le courage qu'elle n'avait jamais trouvé. Cette lettre est maintenant encadrée dans mon bureau. La vente des biens de mes parents a eu lieu 2 ans après leur condamnation, une fois tous les appels épuisés et le jugement civil finalisé. Le tribunal avait nommé un fiduciaire pour liquider leurs actifs afin de satisfaire le règlement. Je n'y ai pas assisté, mais Tyler y est allé et a racheté certains objets de notre enfance. Des albums photos principalement, des preuves que nous avions existé, qu'il y avait eu des moments de normalité même dans cette maison des horreurs. Il m'a apporté une photo que je garde maintenant sur mon bureau. J'ai 7 ans, Tyler en a 9 et Vanessa 4. Nous sommes dans le jardin en train de construire un bonhomme de neige. Nous rions. Nous ressemblons à des enfants normaux. Parfois, j'étudie cette photo et je me demande qui nous aurions pu devenir si on nous avait permis de rester ses enfants. Si quelqu'un était intervenu avant que la peur ne devienne notre état permanent. Mais ensuite je regarde Emma, maintenant âgée de 8 ans, et je vois la différence. Elle rit sans vérifier d'abord si c'est permis. Elle pose des questions sans craindre d'être punie. Elle fait des erreurs sans terreur. Elle apprend que le monde peut être sûr, que les adultes peuvent être dignes de confiance, que l'amour n'exige pas la perfection. Le mois dernier, Tyler a demandé à Emma ce qu'elle voulait être quand elle serait grande. Elle y a réfléchi sérieusement, puis a dit, une personne qui aide les enfants qui ont peur. Elle ne se souvient plus des détails spécifiques de ce dîner.
Le docteur Weinstein dit que c'est normal pour son développement, que les souvenirs traumatiques de cet âge deviennent souvent fragmentés. Mais elle se souvient d'avoir eu peur, d'avoir été blessée, et a décidé de donner un sens à cette expérience. Mes parents envoient parfois des lettres de prison. Celles de ma mère sont remplies de rage et de reproches, affirmant que j'ai ruiné leur vie pour rien. Celles de mon père sont plus étranges, presque philosophiques, comme s'il avait réécrit l'histoire pour se présenter comme la victime d'une fille ingrate et d'un système juridique hypersensible. Je ne les lis plus. Nathan le fait, vérifiant s'il y a quoi que ce soit de menaçant, puis les classe. Vanessa m'a demandé un jour si j'avais regretté d'avoir eu Emma, puisqu'elle était devenue le catalyseur de tout ce qui a suivi. La question m'a stupéfiée. Pas une seconde je n'ai regretté son existence. Emma n'a pas causé la cruauté de mes parents. Elle a révélé ce qui avait toujours été là, l'a forcé à sortir au grand jour où il pouvait enfin être traité. Je regrette qu'elle ait été blessée. Je regrette de l'avoir exposée à des gens que j'aurais dû savoir dangereux. Je regrette d'avoir cru au changement de la part de personnes qui voyaient la cruauté comme un pouvoir. Mais je ne regrette pas de l'avoir eue et je ne regrette pas de l'avoir protégée de la seule manière que je pouvais. Les gens demandent parfois si je pense que mes parents ont changé en prison, s'ils ressentent des remords. Je ne sais pas et je m'en moque. Leur paysage émotionnel interne n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité est envers Emma, envers Tyler, envers Vanessa et envers moi-même. Ma responsabilité est de briser le cycle, de créer quelque chose de différent, de construire une famille basée sur un soin authentique plutôt que sur le contrôle. L'assiette de nourriture pour chien se trouve dans une installation de stockage de preuves quelque part, cataloguée et conservée au cas où le processus d'appel l'exigerait. Parfois j'y pense, à ce morceau absurde de mon histoire qui est devenu la pièce à conviction dans un procès criminel. C'est à la fois rien et tout. Juste de la nourriture pour chien bon marché sur une assiette en carton, et aussi la manifestation physique d'une cruauté si calculée qu'elle a nécessité des accessoires et des participants. Quand le jury a vu ce récipient, a vu les photos du visage terrifié d'Emma et des mains de mon père agrippant sa tête, ils ont vu une vérité qui ne pouvait être ni expliquée ni minimisée. Parfois, la justice exige des preuves trop concrètes pour être niées, trop viscérales pour être rationalisées. Le docteur Weinstein dit que j'ai sauvé la vie d'Emma cette nuit-là. Je ne suis pas d'accord. J'ai sauvé son enfance, peut-être, ou empêché un traumatisme plus profond, mais elle aurait survécu sans mon intervention, tout comme Tyler, Vanessa et moi avons survécu. Les humains sont remarquablement résilients. Ce que j'ai vraiment fait, c'est choisir une histoire différente. J'ai refusé d'accepter que c'était normal, que c'était de la discipline, que c'était ainsi que les familles fonctionnaient. J'ai documenté, j'ai signalé et j'ai insisté sur le fait que ce qui s'était passé était mal, était criminel, était inacceptable. J'ai forcé les gens à regarder des preuves qu'ils auraient préféré ignorer. Ce n'est pas héroïque. C'est juste la protection de base d'un enfant. Le fait que cela semble extraordinaire en dit plus sur la façon dont la maltraitance est normalisée que sur mes actions. Emma entre en CE2 la semaine prochaine. Elle a choisi un nouveau sac à dos avec des planètes dessus parce qu'elle a décidé qu'elle aime l'espace. Elle prend des cours de natation au centre communautaire. Elle a 3 meilleures amies et veut apprendre la gymnastique. Elle lit des romans et sait ses tables de multiplication. C'est juste une enfant normale, ce qui est exactement ce qu'elle mérite d'être. Pas une victime, pas un symbole, pas un conte moralisateur, juste Emma, 8 ans, qui aime la glace au chocolat, déteste les brocolis et collectionne les cailloux qu'elle trouve dans la cour de récréation. Parfois, elle pose des questions sur ses grands-parents. Je lui dis la vérité, dans un langage adapté à son âge. Ils lui ont fait du mal. Ils sont allés en prison parce que faire du mal aux enfants est contraire à la loi, et qu'elle est en sécurité maintenant. Elle accepte cela avec la résilience pragmatique de l'enfance. La semaine dernière, elle a demandé si elle pouvait inviter toute sa classe à sa fête d'anniversaire cette année. Pas dans un restaurant, a-t-elle ajouté rapidement. Au parc, avec de vrais hot dogs. La précision m'a un peu brisé le cœur. La preuve que certains souvenirs persistent même lorsque les détails s'estompent. Nous organisons la fête au Millennium Park.
27 élèves de CE2 qui courent partout, mangeant des hot-dogs et du gâteau. Tyler organise des jeux. Vanessa vient en voiture pour l'occasion. Michael prend l'avion. Le docteur Weinstein passera peut-être. Ce sera chaotique et probablement épuisant. Ce ne sera en rien comparable au dîner dans le domaine de mes parents le 14 mars, il y a 3 ans. Et c'est exactement le but.